Merci de choisir Lumière du Monde Télévision pour vous informer sur l'actualité africaine et internationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Au sommaire de votre journal, 9 morts dans l'opération commando de la prison de Conakry, la capitale guinéenne, lors de la tentative d'évasion de l'ex-dirigeant Dadis Camara, selon un bilan encore provisoire avancé dans un communiqué par le procureur général Yamoussa Konté ce lundi 6 novembre. Présidentielle 2024 aux États-Unis, selon une enquête d'opinion publiée hier dimanche 5 novembre par le New York Times, Donald Trump serait largement favori devant le président sortant Joe Biden dans 5 des 6 États clés aux États-Unis. Une soldate âgée de 20 ans a été grièvement blessée par un assaillant palestinien armé d'un couteau devant un poste de police de Jérusalem-Est ce lundi. L'assaillant, qui a été neutralisé par les tirs de la police aux frontières, est décédé. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Samedi 4 novembre, à Conakry, la capitale de la Guinée, l'ex-dirigeant Moussa Dadis Camara, sorti de prison avec 3 autres co-détenus par un commando lourdement armé, ont finalement été repris et remis derrière les barreaux, à l'exception du colonel Claude Pivy, toujours en fuite. Au moins 9 personnes ont été tuées lors de cette opération. 3 assaillants présumés, 4 membres des forces de sécurité et 2 occupants d'une ambulance figurent parmi les morts, selon un bilan encore provisoire avancé dans un communiqué par le procureur général Yamoussa Konté ce lundi 6 novembre. Retour en images sur une journée de tension à la prison centrale de Conakry. Aux alentours de 5 heures ce samedi matin, des tirs résonnent depuis Kaloum. La terreur saisit les habitants encore endormis du centre de Conakry. Des blindés de l'armée guinéenne foncent vers Kaloum, le quartier politico-administratif de la capitale. Ibrahima Yattara, blogueur de son état, vit à la Kamayenne, à quelques encablures de la route Le Prince qui traverse Kaloum. Il filme ce qu'il peut et alimente les réseaux sociaux avec ses images. Un réveil qui l'a terrifié. En sursaut, paniqué, mitigé entre coup de force et incompréhension en fait. Donc c'était les premières rumeurs qui venaient, c'était un coup de force et tout, mais je pense que la plus grande peur qu'on a eue en fait, c'est la peur de l'inconnu parce qu'on ne savait pas ce qui se passait. On a vécu le 5 septembre, est-ce que c'est la même chose encore? Est-ce que c'est un coup de force? Est-ce que voilà, ils veulent déloger le président de la transition actuelle? Les autorités bouclent le quartier. Le ministre de la Justice communique rapidement et explique qu'un commando d'hommes lourdement armés a extrait 4 détenus de la maison centrale de Conakry. Parmi eux, l'ancien dictateur Moussa Dadis Camara, jugé depuis 1 an pour les événements dits du 28 septembre, un massacre de plus de 150 personnes à Conakry en 2009. L'Organisation guinéenne des droits de l'homme s'est portée partie civile dans ce procès qui tient en haleine toute la Guinée. Dans la matinée, un premier détenu est récupéré par les autorités. Les autres restent dans la nature. C'est une situation très inquiétante dans la mesure où ce sont des accusés pas les moindres dans le dossier du massacre du stade. Et donc, il est important quand même que les autorités travaillent à ce que ces personnes soient retrouvées le plus tôt que possible, qu'elles soient ramenées à la maison centrale et que cette procédure judiciaire puisse continuer avec tous les accusés et jusqu'à son terme, dans l'intérêt de la bonne administration de la justice. Ce samedi, en fin d'après-midi, l'armée et la présidence guinéenne ont assuré que Moussa Dadis Camara avait été repris et remis derrière les barreaux. Un seul des détenus tirés de prison ce matin, le colonel Claude Pivy, reste introuvable, mais est activement recherché. Les frontières terrestres et l'aéroport de Conakry sont fermés. La capitale est quadrillée. Au Ghana, le parti au pouvoir du président sortant Nana Akufo-Addo a désigné samedi Mahamadou Bawumia, 60 ans, l'actuel vice-président du pays, comme candidat à l'élection présidentielle de décembre 2024. Mahamadou Bawumia est le vice-président du pays depuis 2017 et ancien vice-gouverneur de la Banque centrale. Mahamadou Bawumia, l'actuel vice-président du Ghana, a été désigné samedi candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle de 2024, à l'issue des primaires de sa formation, le nouveau parti patriotique. L'importance de cette victoire ne m'échappe pas. Je suis reconnaissant et très heureux. Mahamadou Bawumia, économiste de formation, tentera de succéder fin 2024 à Nana Akufo-Addo qui arrive à la fin de son second et dernier mandat.
Vous m'avez fait un honneur que je ne pourrai jamais oublier. Et vous m'avez permis de servir le parti. Et à travers lui, j'ai également pu servir le peuple ghanéen. J'ai fait de mon mieux, mais il me reste encore une tâche à accomplir. Et c'est avec toute ma force, toute mon énergie, que je vais aider le nouveau porte-drapeau, Mamadou Bawumia, à gagner l'élection de 2024. Face à lui, Bawumia retrouvera John Dramani Mahama, ex-chef d'État battu par l'actuel président lors des 2 scrutins précédents et déjà candidat officiel du Congrès national démocratique. Plus de 20 civils ont été tués et d'autres ont été blessés dimanche soir 5 novembre par la chute d'obus sur un marché à Omdurman, une banlieue proche de Khartoum, la capitale soudanaise, théâtre de combats meurtriers entre l'armée et les paramilitaires. Déclenchée le 15 avril 2023, la guerre entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide FSR paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo a fait plus de 9000 morts. Au cours de la 44e conférence ministérielle de la francophonie qui s'est tenue du samedi 4 au dimanche 5 novembre dernier à Yaoundé, la capitale camerounaise, la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchi Kawabo, a répondu à une question sur les différents coups d'État ces dernières années en Afrique francophone. On l'écoute. Suspendre le Niger pour l'OIF aurait voulu dire suspendre un État dont le chef d'État élu est toujours président, comme il l'a dit lui-même et comme nous l'avons constaté, où l'organisation sous-régionale n'a pas encore décidé d'une transition. Donc c'est pour cela que le Niger n'a pas été suspendu. Pour le cas du Gabon, la transition au Gabon est plus ou moins actée par l'organisation sous-régionale qui a nommé un médiateur, et donc il y a une acceptation par rapport au Gabon de l'autorité de transition qui est en place aujourd'hui. Alors, pour les autres 3 pays qui sont suspendus, moi, ce que je peux leur dire, et je pense que je représente le sentiment de beaucoup d'États et gouvernements de notre organisation, c'est qu'on puisse rapidement aller vers la normale, si je peux m'exprimer ainsi, que la période de transition soit conduite dans la manière dont ces dirigeants de transition se sont engagés. Une transition, c'est pour préparer la suite. Et donc, nous nous attendons à cela. Comme c'est la coutume politique de nos textes même fondamentaux qui traitent des questions politiques, même avec la suspension, nous avons décidé en tant qu'organisation de continuer les programmes de coopération qui touchent directement aux populations. Et donc, ça continue. Aujourd'hui, nous avons des experts qui travaillent avec la Guinée, par exemple. Nous continuons certains programmes tels que ceux qui sont liés au fond, la francophonie avec elle, au Mali et au Burkina. Et donc, en attendant que le système politique fasse des progrès pour sortir de cet état de suspension, nous continuons à travailler, à garder le lien avec les populations. L'Amhara, la deuxième région la plus peuplée d'Éthiopie, est depuis avril 2023 l'épicentre de violences armées déclenchées par la volonté du gouvernement fédéral de démanteler les forces spéciales de cette région. Notons que le 2 novembre 2022, le gouvernement fédéral éthiopien et les autorités du Tigré signaient l'accord de Pretoria mettant fin à 2 années de guerre. Ce processus de paix a ouvert cependant un conflit dans la région voisine de l'Amhara où des unités paramilitaires créées depuis une quinzaine d'années par les gouvernements fédéraux font la loi.
De violents combats se poursuivent entre les troupes éthiopiennes et les milices nationalistes dans la région de l'Amhara. L'Amhara, deuxième région la plus peuplée d'Éthiopie, est le théâtre depuis avril d'épisodes de violences armées déclenchés par la volonté du gouvernement fédéral de démanteler les forces spéciales Amhara. La milice régionale Fano refuse de rendre les armes. Addis Abeba a imposé un état d'urgence depuis août et coupé tous les moyens de communication, rendant difficile l'accès aux informations. Le 2 novembre 2022, le gouvernement éthiopien et les autorités du Tigré signaient l'accord de Pretoria, mettant fin à 2 ans de guerre. Mais ce processus de paix a ouvert un conflit dans la région voisine de l'Amhara, où des unités paramilitaires créées depuis une quinzaine d'années par les gouvernements fédéraux font la loi. La semaine dernière, la Commission éthiopienne des droits de l'homme, dans un rapport, dénonçait des violations des droits de l'homme dans la région de l'Amhara et l'usage d'armes lourdes par l'armée fédérale, ayant causé la mort de plusieurs civils. Alors que le gouvernement clame un retour à la normale dans plusieurs parties de la région, cette commission a relevé une recrudescence des combats dans certains districts. Crise Israël-Hamas, une soldate âgée de 20 ans a été grièvement blessée par un assaillant palestinien armé d'un couteau devant un poste de police de Jérusalem-Est ce lundi. L'assaillant, qui a été neutralisé par les tirs de la police aux frontières, est décédé. Les services de secours israéliens du Magen David Adom ont annoncé avoir pris en charge la blessée âgée de 20 ans ainsi qu'un autre blessé léger de 20 ans également. Selon la police israélienne, l'attaquant est un jeune palestinien d'Al-Sawi, un quartier de Jérusalem-Est occupé par Israël depuis 1967. L'armée israélienne a répertorié plus d'un quart des responsables du Hamas, dont le haut responsable Ismail Haniyeh, comme opérant en dehors de Gaza, notamment en Iran, au Qatar, au Liban et en Turquie. Les hauts responsables politiques et diplomatiques de l'organisation terroriste Hamas vivent et opèrent tous en dehors de la bande de Gaza. Une déclaration faite lundi par la direction du renseignement militaire israélien. Dirigeants politiques, cadres du parti, chefs de la branche armée, depuis les attaques terroristes du 7 octobre, les principales figures du Hamas sont plus que jamais dans le viseur d'Israël. Mais ces hauts responsables de l'organisation terroriste vivent et opèrent tous en dehors de la bande de Gaza. Principalement depuis l'Iran, le Qatar, le Liban ou la Turquie, loin des combats et dans le confort de leur résidence. C'est ce que révèle ce lundi la direction des renseignements israéliens. À la tête de la représentation internationale, on retrouve des figures telles que Khaled Meshal, l'ancien dirigeant du groupe et désormais chef du Hamas à l'étranger. Après l'attaque du 7 octobre, il a appelé à des manifestations à travers le monde arabe en soutien aux Palestiniens. Il est accompagné de son bras droit, Moussa Abou Marzouk. C'est lui qui a affirmé il y a quelques jours que le Hamas n'était pas responsable de la protection des civils vivant dans la bande de Gaza. Il a assuré que le réseau de tunnels souterrains servait uniquement à protéger les terroristes du mouvement islamiste. D'autres responsables du Hamas gèrent à distance le terrorisme dans la bande de Gaza. C'est le cas d'Ismail Haniyeh, qui préside le bureau politique du Hamas. Âgé de 61 ans, c'est une figure tutélaire du Hamas depuis plusieurs décennies. Les décisions, il les prend depuis la capitale qatari, Doha, où il vit depuis 3 ans. Autre chef du groupe terroriste, Saleh Al-Arouri. Aujourd'hui à la tête des dirigeants de la Cisjordanie, le numéro 2 du Hamas opérerait depuis le Liban, d'après la direction du renseignement militaire. Le rôle de ces chefs du Hamas consiste à créer des liens pour le groupe terroriste dans les différents pays où ils vivent, à lever des sources de financement et à diriger le terrorisme. La direction du renseignement israélien dit travailler sans relâche pour les comprendre, les cartographier et les localiser. La Commission européenne a condamné dimanche la résurgence d'actes antisémites depuis le déclenchement de la guerre Hamas-Israël, agressions, tags antisémites, manifestations, profanations. La recrudescence des incidents antisémites à travers l'Europe ces derniers jours atteint des niveaux exceptionnellement élevés, rappelant certaines des périodes les plus sombres de l'histoire, a indiqué l'exécutif européen dans un communiqué. C'était l'une des craintes des gouvernements européens depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Une répercussion sur la communauté juive européenne. Des inquiétudes concrétisées avec une illustration, la hausse des actes antisémites.
Dernier exemple en date, l'incendie partiel et la profanation d'un cimetière juif à Vienne, en Autriche. Des croix gammées ont notamment été peintes à la bombe sur le mur du site. La communauté juive ciblée aussi en Allemagne, c'était à la mi-octobre. Une synagogue de Berlin est alors la cible d'un jet de cocktail Molotov. En France, ces étoiles de David peintes au pochoir sur plusieurs immeubles parisiens inquiètent. Les autorités ont renforcé la protection des lieux fréquentés par la communauté juive et affirment assister à une forte hausse des actes à caractère antisémite. Nous mettons tous les moyens pour les protéger. 10 000 policiers et gendarmes militaires de Sentinelle sont mobilisés pour protéger 900 endroits, des écoles, des synagogues où vont les Français de confession juive. Je dois dire que le nombre d'actes antisémites a explosé en effet, plus de 1000 actes antisémites en 3 semaines. Exactement, 1040 exactement. Une hausse des actes et des propos antisémites qui inquiète aussi la Commission européenne. Cette dernière constate, elle aussi, une forte augmentation des incidents antisémites, mais aussi des propos haineux sur les différents réseaux sociaux. États-Unis, à 1 an de la présidentielle américaine de 2024, une enquête d'opinion publiée hier dimanche 5 novembre par le New York Times donne Donald Trump vainqueur dans 5 des 6 États clés aux États-Unis. D'après le sondage, Donald Trump l'emporterait en Géorgie, en Arizona, en Pennsylvanie, dans le Michigan et dans le Nevada. Il est grand favori pour l'investiture républicaine. Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, cherchait ce samedi en meeting à disqualifier ses adversaires pour la présidentielle à venir. Dans son viseur notamment, l'actuel président Joe Biden. Vous auriez des millions de personnes en vie à ce moment même si l'élection n'avait pas été truquée. L'Ukraine, Israël, l'attaque n'aurait jamais eu lieu. Tous ces gens seraient en vie. Les villes seraient prospères. À 1 an de la présidentielle, un match retour entre Donald Trump et Joe Biden est déjà annoncé. Selon un sondage publié ce dimanche, l'ancien président républicain est même en tête dans 5 swing states. La candidature de Joe Biden, 80 ans, ne prend pas. Jugé trop vieux pour se représenter, son bilan économique et sa politique à l'international concernant l'Ukraine ou le conflit israélo-palestinien notamment ne vont pas en sa faveur. Face à lui, Donald Trump n'a jamais reconnu sa défaite de 2020. Lui, qui est inculpé dans une multitude d'affaires et risque même des peines de prison. Ils devront répondre sur leur manière de gouverner en tant que président des États-Unis. Actuellement, le président Biden est toujours en fonction. Mais le président Trump ne veut pas se présenter comme un outsider qui n'a pas d'antécédents et qui est en colère contre le système, car il en a fait partie. Une majorité d'Américains voudraient voir d'autres candidats faire face aux 2 anciens présidents. Une opinion publique lassée par les 2 grands partis traditionnels. Les 2 candidats ont une cote de popularité inférieure à 50%. Donc ça sera très intéressant de voir quel sera l'impact sur les résultats. Mais à 1 an de la présidentielle, rien n'est fait. Avant l'élection du 5 novembre 2024, Joe Biden et Donald Trump vont devoir passer par la case primaire de janvier à juin prochain. Un mot de religion à présent. Plus de 100 personnes se sont rassemblées la semaine dernière près de Dam Avenue, centre d'Amsterdam, aux Pays-Bas, pour adorer Dieu en plusieurs langues. Selon Revive, un éditeur de photos avec intelligence artificielle, les évangélistes locaux issus du groupe Presence ont conduit la foule à prier en néerlandais, anglais, hébreu et arabe. De nombreuses personnes qui passaient par là étaient attirées par la musique et chantaient avec les chrétiens brisés par le Saint-Esprit. De nombreuses personnes ont donné leur vie à Jésus. Notons que Presence est un ministère qui promeut le culte et la prière dans les lieux publics aux Pays-Bas. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous de l'actualité africaine et internationale préparé par l'ensemble de la rédaction de Lumière du Monde Télévision, tout en espérant que vous avez pris un réel plaisir à nous suivre. Bonsoir.